Pirlo, avec Pierre Ducrot, avec nos drôles de dames, Simone Rovera, Philippe Auclair, Fred Hermel, David Lorto. Ils sont tous là avant cette semaine de Ligue des Champions. Évidemment, avant l'Allemagne, place à l'Italie, jingle Rovera. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Alexis Sanchez. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Simone Rovera qui nous parle de la meilleure Liga du monde. Les chapeaux, il va falloir Ouais, repartir là-dessus. vous m'avez vendu des chapeaux là, depuis le début de saison. J'ai jamais rien vu. Oui, mais c'est en fin de saison C'est plutôt. fin de saison, les chapeaux. Ça approche la fin de C'est saison. au moment où les directeurs sportifs Nous écoute. Et Nous travail. écoute pour choisir les joueurs. Voilà. Alors, chapeau 1 des championnats en jeu, donc l'Italie. Simone, et ton avis tranché concerne Allegri. Oui, Massimiliano Allegri qui, selon mon avis tranché, à la fin de la saison, oui, c'est mieux pour lui qu'il trouve un nouvel défi. Parce que la Juve est en train de l'épuiser. Je pense qu'elle a totalement épuisé dans sa façon de pouvoir travailler, de pouvoir bâtir quelque chose. C'est les quatrièmes. C'est beaucoup. C'est la 4e saison. Et 4 ans à la Juve, je pense que c'est beaucoup plus compliqué C'est que ailleurs. 22 ans à Arsenal. Parce que ça, je sais pas. Mais parce que la Juve, elle a cette. C'est même pas un besoin de gagner, c'est un impératif. C'est soit tu gagnes, toi, c'est un échec Avec total. lui, ils ont tout gagné tout le temps. Ils ont fait les titres et 2 finales de Ligue des Champions. Ça va. Mais ça suffit pas. Ça suffit jamais. Et je trouve. Pas. La Juve, il la gagne jamais la Ligue des Champions. Ils en ont gagné 2. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, qu'Allegri n'a jamais eu presque le temps, depuis qu'il est arrivé à la Juve, de bâtir quelque chose. On lui reproche tout le temps. T'as pas donné un style de jeu à la Juve, c'est vrai. S'il a pas donné. On le dit ça en Italie. Oui. On le dit pour la Juve parce que traditionnellement, c'est pas un reproche qu'on a beaucoup fait à la Juve, ça. Non, alors ça arrive. Alors aujourd'hui, c'est arrivé encore plus, bien sûr, parce que comme après ce qui s'est passé hier. Après qu'il a perdu hier, Qui a même les parlé de ça? supporters de la Juve. Tu sais qui a parlé? Bah, il y a eu des. Parce qu'il y a eu des conflits Allegri avec les autres quand il a dit si vous voulez du spectacle, vous allez au cirque. Avec il y a eu une prise bien de bec sûr. avec Saki. Bah, aujourd'hui, des grands éditorialistes sur la Gazette dello Sport, mais aussi sur Tutto Sport, journal très proche de la Juve, reproche à Allegri l'effet de n'avoir pas donné un vrai style de jeu à la Juve. La culture du résultat. Déjà, c'est un club qui a la culture des résultats. Après, une autre chose, en 3 mercato qu'il a vécu comme entraîneur, ils ont changé 18 joueurs, la Juve. Lui s'est retrouvé avec 9 joueurs titulaires changés de la première équipe, plus ou moins, qui arrive en finale de Ligue des Champions, à celle de cette saison. C'est une Juventus qui a toujours voulu changer. Ils n'ont jamais donné même les temps et les clés pour bâtir quelque chose, pour aller plus au fond de mon discours. Sarri, il a changé 3 joueurs, même pas 2 joueurs de l'équipe qu'il a pris quand il est passé de Benitez. Allegri en a changé 8. Donc, c'est normal. Si la Juve, chaque année, vend un Pogba, une Tevez, fait partir à Pirlo, fait arriver Khedira. La première saison, celle de la véritable révolution d'Allegri, dans une été, ils ont vendu Pirlo, Vidal, Llorente, Tevez, Coman, Pepe, qui était quand même important dans les premiers cycles, Ogbonna qui est parti, Storari qui était le remplaçant, mais était en cadre de vestiaire. Ils ont changé 8 joueurs. Ils ont toujours cherché de regarder vers l'avenir. Et si Allegri, en certaine façon, a été toujours victime, un peu esclave du résultat, de cette culture du résultat, mais c'est lui, parce que la Juve... il n'est pas victime de ça, parce que lui, il est imprégné de cette culture. Lui, il aime ça. Lui, il aime pour ça. Moi, Allegri, mais tu lui donnes pas les temps Allegri, c'est un Capello. Moi, je suis pensé à Capello. Il me fait penser à Capello qui, au bout d'un moment, a fini par être parce que le football évolue aussi, même si ce sont des entraîneurs. Capello était un entraîneur extraordinaire. Je pense qu'au bout d'un moment, il n'était plus vraiment en phase. Et je pense qu'Allegri, qui est un entraîneur extraordinaire, je pense qu'il aura des résultats partout où il ira. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'envie. Il est un peu... Il faudrait qu'il se réinvente lui-même et je ne sais pas s'il en a réellement. Est-ce que ce n'est pas les entraîneurs qui ont besoin de périodes comme ça, de cycles de 3-4 ans et ensuite d'un cycle sans rien faire? Peut-être. À réobserver. Je ne sais pas, mais là, l'année prochaine, où est-ce qu'il pourrait aller? C'est compliqué. Mais c'est justement ça. Il y a de la place. On l'a dit, il y a de la place en Angleterre. Quel âge a-t-il, Simone, aujourd'hui? Il est jeune. Il a l'âge d'un entraîneur. Je dirais 50. Il a 50 ans. Qui était plus jeune que ça, moi. Ouais, un plus, un moins. Non, mais il est quand même jeune au plus haut niveau, parce que quand même, il avait fait Milan avant, il fait la Juve. Tu crois vraiment qu'il va partir? Je pense Parce que la Juve, il prendrait qui à la place pour avoir le fameux style de jeu?
L'entraîneur suivi par la Juve, en ce moment, c'est Simone Inzaghi, l'entraîneur de la Lazio, qui a fait de très belles choses. Mais là, il repartira sur un entraîneur jeune qui n'a pas gagné encore. C'est difficile pour la Juve, ils ne font pas beaucoup ça. Hein. Mais qui a un style offensif, c'est l'équipe qui a marqué plus de buts cette saison, c'est l'équipe qui a battu la Juve plusieurs fois cette saison. Simone Inzaghi, c'est l'entraîneur qui monte. Ils ont déjà fait la Juve et ça de prendre un entraîneur comme ça, un peu jeune, qui n'est pas encore affirmé. Quand Carlo Ancelotti arrive des Parme. Carlo Ancelotti arrive des Parme, si je ne me trompe pas. Et après, les vraies victoires d'Ancelotti sont après la Juve. Ouais, c'est après Milan. À l'époque de la Juve, il passe pour un loser. Mais à un certain moment, la Juve doit chercher aussi de penser que les cycles de 7 années consécutives, je ne sais pas si ça va être les 7e titres consécutifs, vont se terminer. Il faudra chercher de répartir avec d'autres bases. Parce que moi, je trouve que depuis 2006, depuis la relégation, la Juve a toujours eu cette envie de montrer qu'il était toujours le plus fort. Donc, gagner, retourner à la victoire avec Conte, c'était retrouver l'oxygène, après avoir respiré des poisons pendant des années. Quand Conte a voulu partir, Allegri a été pris pour montrer que la Juve était supérieure à Conte. Il pouvait continuer à gagner et plus gagner, même sans Conte. Donc il y a eu toujours ces besoins presque toxiques de gagner, même si je trouve que les supporters de la Juve ont toujours aimé ça, parce que la Juve doit gagner, mais ça allait au-delà de la construction. Pour revenir à l'actu et à ce qui s'est passé, si tu dis ça, c'est quoi? C'est qu'après hier soir, il y a eu comme un parfum qui a plané en Italie de fin de cycle, et de même s'il y a encore un point d'avance, les gens se disent Naples va y arriver. C'est pas qu'on dise de Naples y arriver, c'est que cette victoire de Naples pour la façon dans laquelle elle est arrivée, surtout pour la façon dans laquelle la Juve s'est sabordée sans jouer vraiment ces matchs. Et je ouvre en parenthèse sur les moments les plus durs de cette cycle d'Allegri à la Juve. Si tu regardes, c'est toujours 90e face au Bayern, 90e il y a 2 ans, face à la Lazio. Super Coupe 93e cette année, face au Real Madrid 93e et hier 90e. C'est un peu comme à un certain moment la Juve est sûre d'elle-même et n'arrive pas à penser que les dernières minutes peuvent être en danger. Et sur ça, peut-être, c'est une leçon d'Allegri qui n'arrive pas à passer sur certains moments. Lui, hier, il a dit plusieurs fois, on a géré mal les derniers ballons. Il avait dit même à Madrid, il y a des ballons à gérer, il faut faire certaines choses. Les joueurs, peut-être, l'ont cherché de trop balancer, ils l'ont perdu. Mais il n'a pas attaqué les joueurs. Il a seulement regretté la façon de gestion de certains ballons. Je trouve qu'Allegri doit prendre une autre ère. L'ère de Turin lui a fait très bien. L'a fait devenir un grande... pas une très grande Europe, mais une grande d'Europe, parce que 2 finales en 3 ans ont été extraordinaires. C'est la seule équipe qui jusqu'à maintenant a éliminé le Real Madrid dans les dernières 4 ans. Quand il arrive en finale, une fois il élimine Barça, une fois il élimine Real, donc il fait tomber aussi des grands. C'est le bon moment pour lui de partir. Et la théorie du coup de matraque post-Madrid difficile à digérer? Oui. Il y a donc depuis Madrid, il y a eu un championnat nul, inattendu, et la défaite contre Naples à la dernière minute. Il y a eu aussi une victoire face à la Sampdoria avant. J'ai oublié celle-là. Oui, 3-0 si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout entendu. Les sites, mais même tout au sport que je dis très proche, avec les sondages, est-ce qu'il faut virer Allegri? Est-ce que Naples va gagner les titres? La grande majorité en Italie pense que Naples va gagner. Donc il y a une forme et plein de supporters de la Juve qui en veulent Allegri pour la façon dans laquelle la Juve a joué à domicile un match pour les titres face à ses supporters et comment Naples a mieux joué. Or, je trouve que jamais la Juve pourrait prendre un entraîneur comme Sarri, parce qu'elle n'a pas les styles. C'est une affaire de style. Mais Simone Inzaghi, il colle. Voilà. Il porte bien le costume. Alors, Simone. Et c'est très important quand on dirige la Juve. Et c'était quoi la peinture rouge qu'ils avaient sur la tronche hier pendant le match? C'était une campagne contre les violences sur les femmes qui s'appelait Un rouge contre les violences. Rouge aux violences. D'accord. C'est pour dénoncer les violences conjugales en Italie. Ok. Gardons une minute juste pour évoquer la Roma, que l'on retrouve demain en Ligue des Champions, donc, qui avait aussi fait tourner. Oui, je dis seulement que cette nuit, il y a eu entre 10 et 15 000 supporters de Naples qui ont entendu comme annoncé hier les retours de l'équipe à l'aéroport et qu'il y a un ferveur
incroyable dans la ville. Et si Sapa ne tombe pas du mauvais côté, ça peut aider dans la lutte au titre. La Roma fait énormément tourner ces week-ends. Elle a fait une victoire, je dirais, des grandes équipes. Parce que face au Spal, qui est une petite, qui joue les maintien, mais qui est plein de motivation, ils ont bien géré, ils ont plein d'occasions. Il y a eu les remplaçants comme Dzeko, Florenzi, De Rossi, Kolarov, Seni Kunder sont restés sur le banc tout le temps. Kunder, il est rentré à la fin de match. Patrick a été bon. Patrick a marqué son... J'adore le nom de ce mec. Il a marqué son premier but en championnat de la saison. Imaginez un joueur payé 42 millions d'euros comme la plus grande recrue de l'été qui par l'instant c'était un peu nul. Mais la Roma arrive avec une dynamique incroyable et je trouve que depuis la victoire face au Barça ils sont accompagnés de la musique de Daniel Riolo. C'est pas mal avec les ils sont plus mûrs, plus solides et mentalement ils ont compris qu'ils peuvent vraiment avoir un petit rôle à jouer dans cette Ligue des Champions. D'où il vient ce Patrick? J'ai jamais entendu parler de ce joueur. Roma. Ah non, bah moi j'ai découvert là. Tu connais pas? Non, franchement je connaissais pas. Non mais où il était avant, il avait fait quoi? La Sampdoria, il avait la saison dernière, si je ne me trompe pas, il était les moins des 20 ans qui a marqué plus de buts en Europe derrière Mbappé. Il m'avait complètement échappé ce Patrick. Il a coûté cher. Ah, il a coûté cher? 42 millions. C'était pas une blague. Oui, je croyais que c'était un jeu de mots au début qui m'avait échappé. Non. Ah oui, 42 millions. 42. Oh. 42 millions d'euros. Il a coûté cher. Elle était la révélation de la Serie A de la saison dernière. Messieurs, place à la c'est le moment. Je l'ai loupé. Jingle Lorto. Je tombe de l'arbre là. Le temps que Daniel se remette. Je t'ai dit une chose. Les yeux de Daniel, comment je l'ai loupé? À la fin. Ah, après tu dois me dire un truc. Il a changé de nom entre temps. Mais non. On y va, tu veux pas le dire là. Bon alors dis-le vite fait. Non, tu peux pas le dire. Je l'ai dit après. Alors on y va. Jingle Lorto entre moi et lui. Moi je sais déjà ce qu'il va dire. Jingle Lorto pour se remettre de nos émotions. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et là, tu veux nous parler d'Ulreich, le gardien de but du Bayern. Ça m'intéresse. Exactement. Et oui, il faut faire une petite synthèse sur ce jeune homme qui a complètement révolutionné son jeu. Il est arrivé au Bayern, ce gardien de but de Stuttgart, modestement, en 2015. C'était un bon gardien de la Bundesliga. Il était jeune à l'époque, 25 ou 26 ans, je ne sais plus exactement. Il est tombé au fond du trou avec Carlo Ancelotti cette saison. Je me rappelle la 6e journée de championnat contre Wolfsburg. Il fait une cagade monumentale, un ballon lointain de Maximilian Arnold et qu'il boxe dans ses propres buts. Sven Ulreich, je m'en souviens de ça. C'était ridicule. Et voilà, absolument. Il était en totale perte de confiance. Il avait absolument plus confiance en ses moyens qui pourtant sont réels parce que sinon il n'aurait pas accepté de venir au Bayern. Jupp Heynckes arrive, tiens, encore lui. Et puis immédiatement, dans les nombreuses discussions que l'entraîneur peut mener avec ses joueurs, c'est Ulreich qui le raconte lui-même ces derniers temps, il lui redonne une forme de confiance. Et Sven Ulreich, figurez-vous, si on regarde un petit peu ces dernières semaines, est en train de devenir un gardien tellement fort, tellement sûr de lui, tellement excellent dans les 1 contre 1, notamment face aux adversaires adverses. Qui va aller à la Coupe du Monde à la place de Neuer. Presque. On est en train de commencer à vraiment débattre en Allemagne. Évidemment, les grands anciens, ils vont de leur jugement à ce sujet. Mais dans quel état est Neuer, permets-moi la question? Alors, il peut revenir, on en est où là? Bien sûr. Il a repris l'entraînement avec les coéquipiers, ça y est. Il est possible en théorie que Manuel Neuer rejoue avant la fin du mois d'avril. Je ne sais pas si vous voyez l'échéance. Et de toute façon, il va rejouer de toute façon en mai. À minima en championnat, et si Heynckes, ce qui pour moi est peu probable, a envie de prendre un risque sportif, il fait même jouer Neuer potentiellement au match retour contre le Real. D'accord. C'est possible, certains, mais ils sont minoritaires, poussent dans ce sens. Je ne sais pas si je le ferais ça, moi. Ça fait 7 mois qu'il a pas joué. Ça dépend d'Ulreich en fait. Oui, exactement. Le mec il est tout le temps bon. Donc tu le fais pas. Donc il faut le garder. Tout le temps bon. Il a été décisif contre Leverkusen en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Il a maintenu son équipe à flot au moment où ça tanguait. Ce week-end, mine de rien, il fait une parade décisive aussi contre Hanovre et il multiplie les arrêts décisifs au fil des semaines. Il y a des hashtags qui commencent à fleurir autour de lui. Sven the Wall, Sven le mur, et puis aussi un jeu de mots. Ulreich, c'est aussi, on dit zu null en Allemagne quand on arrive à faire une clean sheet, ça veut dire qu'on n'a pas encaissé de but, à 0, et on dit zu null Reich,
C'est un jeu de mots qui est pas forcément très drôle en français, mais qui est utilisé maintenant dans les hashtags en Allemagne. Moi, mon avis tranché du soir, pour résumer, messieurs, c'est que Sven Ulreich est carrément en train de faire oublier Manuel Neuer. Carrément. À tel point qu'on envisage de le faire, bien sûr, dans le staff du Bayern, de le faire jouer en finale de coupe, bien sûr, mi-mai, et éventuellement dans le grand match, si on arrivait à écarter le Real, dans le grand match que constituera la finale de Ligue des Champions. Et là, bien sûr, il y a aussi quelques avis qui s'élèvent en disant attention, ça va pas être tout à fait pareil. C'est un joueur qui n'a pas connu la pression du très haut niveau encore, et du coup, on va être très curieux, Fred en particulier, mercredi, de voir ce qu'il va faire contre le Real. Parce que les tirages jusqu'ici en 8e et en quart, ça a été plutôt simple pour le Bayern. Oui, mais regarde contre Séville, il a assuré. Il a assuré, oui, mais c'est que Séville, là c'est le Real et Cristiano Ronaldo. Tout cela fut passionnant, sachez-le, mais on doit s'arrêter maintenant. J'avais une question pour... Ah oui, écoute, appelle-le après l'émission et vous pourrez en parler directement. La saison prochaine, ça va être la saison prochaine. Effectivement, et on en reparlera la saison prochaine. D'accord. Voilà. À l'année prochaine. Merci à tous, merci les drôles de dames. On suivra Ulreich bien sûr mercredi pour Bayern Real. Demain Liverpool Roma. Merci Simone, Philippe, Fred, David, merci Pierre, merci Daniel. Ciao, bonne soirée. Revient toute la semaine bien sûr. Bonne nuit plutôt.